Alors, merci à tous de vous joindre encore à nous aujourd'hui à ce nouveau webinaire des conférences mémorables. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui se joignent à nous pour la première fois, bonjour. Je suis Noa Bengayed, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et c'est un plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui. Alors, les conférences mémorables sont rendues disponibles grâce au financement d'Eli Lilly, le Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, et la participation de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, tout d'abord, quelques petites questions techniques, logistiques. Donc, si vous m'entendez, c'est que vous êtes bien en bon endroit. Donc, vous pouvez soit avoir le son via votre ordinateur ou via votre téléphone, tel que ça vous a été demandé lorsque vous êtes entré dans la plateforme Zoom. Sinon, si vous êtes connecté sur notre page Facebook, ben là, c'est à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. On va garder donc une période de questions-réponses de plus ou moins 10 minutes à la fin de la présentation de notre conférencière, Dr. Marie-Jeanne Kergoat. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là d'utiliser la boîte de dialogue ou encore la boîte de questions-réponses. Et pour ce qui est sur Facebook, d'utiliser en fait un commentaire pour poser votre question à notre conférencière. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Dr. Marie-Jeanne Kergoat, qui est médecin gériatre, chef du service de médecine spécialisée à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal depuis 1998. Elle a été depuis juillet 2016 à janvier 2021 chef du département de gériatrie du CIUS de Centre-Sud de l'île de Montréal. Elle est également directrice fondatrice de la clinique de cognition de l'IEGM et membre du comité consultatif de la mise en œuvre du plan ministériel sur les troubles neurocognitifs majeurs. Dr. Kergoat a également reçu plusieurs prix, dont récipiendaire en 2012 du prix Persilier Lachapelle du ministère de la Santé et des Services sociaux et du prix Médecin AQES. Elle est également récipiendaire en 2017 du prix Partage des connaissances Profession Santé et directrice et fondatrice de la communauté de pratique, le regroupement des professionnels des unités de courte durée gériatrique et des services hospitaliers de gériatrie de Québec depuis 2010. Alors, merci beaucoup, Dr. Kergoat, d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Alors, Dr. Kergoat, on ne vous entend pas. Donc, si vous pouviez juste enlever le mode sourdine. Parfait, excellent, merci beaucoup. Alors, voilà, là, je ne sais pas par contre, il y a une loupe qui est apparue là, que je ne sais pas comment m'en défaire. Okay, on va s'en défaire. C'est pas la technologie qui va nous avoir. Bon, alors écoutez, je suis très contente d'être avec vous, un petit peu triste parce que j'aime voir mon auditoire. Alors, je vais essayer de garder votre attention en essayant de garder la mienne. Alors, vous savez peut-être qu'il y a quelques mois, avec un an de retard à cause de la COVID, mes collègues Dr. Judith Latour, gériatre, et l'infirmière Karine Thorne de la clinique, ainsi que moi, on a produit un document, Devenir proche aidant, qui est un peu un livre pour expliquer aux familles et aux proches aidants tout ce qu'on veut leur dire lorsqu'ils nous voient dans une clinique de cognition. Alors ici, je vais reprendre peut-être un chapitre qui est sur la consultation en clinique de cognition et le suivi médical. Les objectifs que je voulais couvrir avec vous, c'était d'expliciter le processus d'évaluation initiale en clinique de cognition. Les cliniques de cognition sont des cliniques de deuxième ligne, de cerner les principaux éléments de suivi et puis de pouvoir échanger avec vous sur vos expériences de consultation. Alors, le processus d'évaluation clinique, c'est une démarche systématique qui exige un bilan clinique soigneux,
D'entrée de jeu, sachez que la majorité des gens avec des plaintes cognitives, avec un trouble neurocognitif, peuvent et doivent être évalués et suivis par leur médecin de famille. Ils seront soutenus par les intervenants de première ligne, le soutien à domicile, les ressources communautaires et également les organismes d'entraide, dont les fédérations et sociétés Alzheimer. Alors, lorsqu'on réfère en deuxième ligne, le médecin de famille, le médecin traitant, va diriger soit parce qu'il a une incertitude au niveau de la phase pré-syndromique du trouble cognitif. Il faut évidemment se rappeler que le trouble cognitif majeur, ce n'est pas une génération là, spontanée. Ça suit probablement un continuum d'atteinte au niveau cognitif qui part de la personne en santé face à un vieillissement cognitif normal, une plainte subjective de la cognition, un trouble cognitif léger et, pour certains, un trouble cognitif majeur. Donc, il y a des périodes où on ne sait pas exactement où on se trouve et le médecin de famille voudra peut-être valider dans un centre expert les raisons de la problématique. Il peut aussi référer à cause du caractère atypique des symptômes et des signes, parce qu'il y a une complexité de santé qui est globale et que la personne a plusieurs pathologies qui concourent à détériorer l'état de santé général de la personne. Ils peuvent aussi demander une deuxième opinion, demander une expertise dans des situations plus rares. Lorsque la personne, le médecin est incertain du bénéfice qu'il peut attendre au niveau du traitement pharmacologique ou encore parce qu'il y a des contre-indications relatives. Il peut vouloir ici référer pour statuer sur l'état d'aptitude de la personne parce qu'il y a des formes précoces familiales qu'on retrouve ou encore il y a une difficulté de gestion d'un symptôme spécifique. Alors, on parle de... On pourra voir donc des gens cognitivement sains où il y a une préoccupation jusqu'à des gens qui sont en phase de maladie patente. Alors, il va falloir pour nous s'interroger sur qu'est-ce qui cause le déclin cognitif. Donc, on va mettre en exergue les éléments modifiables qui peuvent soit augmenter les risques et les facteurs qui peuvent diminuer les risques. Jusqu'à un trouble neurocognitif majeur, il faut donc se rappeler que la définition, c'est l'évidence d'un déclin cognitif chez un individu par rapport à sa performance habituelle dans un des domaines cognitifs, qui soit l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire, le langage. Ça vient d'une préoccupation de l'individu lui-même ou bien d'un informateur qui connaît bien la personne ou d'un clinicien. Ça représente un déclin de la performance cognitive qui, de préférence, est documenté par des tests neuropsychologiques standardisés ou alors par une évaluation clinique bien quantifiée. La définition veut que les déficits cognitifs interfèrent avec l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne, au minimum dans les activités instrumentales, comme par exemple payer ses factures ou gérer ses médicaments. Les déficits ne se produisent pas exclusivement dans le cadre d'un délirium. Un délirium, c'est un état confusionnel qui se présente soit comme un effet secondaire d'un médicament, d'une prise d'alcool ou encore d'une maladie aiguë chez quelqu'un avec une certaine fragilité cognitive. Puis, les déficits cognitifs, il faut évidemment éliminer la présence d'un trouble dépressif majeur ou d'un problème de santé mentale comme une schizophrénie. Les autres éléments, alors, à ce moment-là, notre travail, ça va vraiment être face aux troubles cognitifs majeurs, essayer de déterminer il est de quel type, de quelle origine. Une maladie d'Alzheimer, une dégénérescence lobaire frontotemporale, une maladie à corps de Lewy, les maladies vasculaires et d'autres raisons. Ensuite, il faudra déterminer est-ce qu'il y a une présentation de la maladie avec ou sans perturbation du comportement et décider de la sévérité du problème cognitif. Une atteinte légère
où il y a, comme on a vu, une difficulté, surtout dans les activités de la vie domestique, les travaux, la gestion de l'argent. Une atteinte modérée lorsque c'est la capacité à prendre soin de soi-même, ou sévère lorsque la personne, pour assurer sa sécurité et sa qualité de vie, doit dépendre des autres individus. Alors, la première chose, le médecin de famille, le médecin de référent, va remplir un formulaire à la clinique de commission. Alors, je vous amène dans notre clinique de commission qui a été fondée en 2000. La demande de consultation va être faite par le médecin de famille ou plus rarement par un médecin spécialiste. La priorité, c'est vraiment d'une part, de savoir qui est le proche aidant. Et lorsque on appellera pour prendre les informations, est-ce que les informations, selon le médecin, doivent être prises avec le patient lui-même ou avec l'aidant? On veut savoir aussi qui est le médecin référent. Est-ce que c'est un médecin ou est-ce que c'est vraiment le médecin traitant qui connaît depuis un bon moment la personne? Puis, quelle est la clinique ou les gens autour dans cette clinique qui vont aider, qui vont soutenir la personne qui est atteinte dans le futur? Donc, on lui demande, est-ce que vous voulez que ce soit une précision du diagnostic? Est-ce que vous nous l'envoyez pour stratégie de traitement, pour la recherche ou pour d'autres raisons? On demande brièvement de décrire la problématique et de nous laisser savoir s'il y a des symptômes comportementaux et s'il y a des troubles neurologiques qui sont présents. Brièvement, les antécédents significatifs. On demande également s'il ne pourrait pas y avoir, par exemple, abus de substances, car on sait que quelqu'un qui serait, par exemple, dans un alcoolisme actif, on ne peut pas évaluer les fonctions cognitives à moins d'une abstinence de moins 6 mois. On demandera au médecin aussi pour ne pas avoir à répéter des éléments qui seraient déjà disponibles. Par exemple, quelles sont les investigations qui ont été faites à date? Est-ce qu'il y a des rapports sanguins? Est-ce qu'il y a des rapports de neuroimagerie, des échelles cognitives qui ont été appliquées? Et puis, est-ce que d'autres professionnels auraient vu la personne et une liste des médicaments à jour? Par la suite, l'infirmière va prendre des informations téléphoniques chez la personne qui est référée ou si ça a été déterminé, soit parce que la personne est trop anxieuse ou n'est pas consciente de son problème, selon ce que le médecin nous aura suggéré, l'infirmière va rejoindre la personne. On va prendre des informations sur qui elle est, son emploi, la langue d'expression, la scolarité. L'infirmière va demander des questions spécifiques sur quels changements sont survenus, depuis quand, est-ce qu'ils sont progressifs ou pas. Elle va s'intéresser à demander à la personne, est-ce qu'il y a une atteinte de la mémoire, est-ce que la personne est orientée, est-ce qu'elle cherche les objets, quelle est son attitude en conversation au niveau du langage? Est-ce qu'elle présente des difficultés au niveau de l'utilisation des objets courants? Est-ce qu'elle a des difficultés avec des nouveaux apprentissages? Et également, est-ce qu'il y a des changements au niveau du comportement? Donc, ce que fait l'infirmière, c'est qu'elle fait réfléchir, se remémorer les principaux symptômes et le patient et le proche aidant seront plus précis lors de la rencontre en présentiel avec le médecin. Les autres éléments touchent, est-ce qu'il y a des symptômes psychocomportementaux? Est-ce qu'il y a des événements de santé majeurs? Est-ce que le patient a déjà été évalué au niveau cognitif? Également, est-ce que la personne a des atteintes sensorielles au niveau de la vue, au niveau de l'audition? Quelle est la qualité de son sommeil? On recherche, par exemple, des apnées du sommeil. Quelle est la qualité de son réseau social, les personnes significatives? Quelle est la santé du proche aidant? Puis quelles sont les attentes du proche aidant face à la rencontre au niveau de la clinique? Donc, les événements récents, le réseau social et comment va l'aidant.
Les autres éléments réfèrent à est-ce que la personne a une conduite automobile? Est-ce qu'il y a eu des difficultés à ce point de vue-là? Du point de vue légal, on amorce aussi la question de est-ce que la personne, dans l'évolution de la maladie, est-ce qu'elle a les protections nécessaires? Et évidemment, on se concentre sur la fonction, puisque la définition d'un trouble cognitif majeur oblige à ce qu'il y ait une atteinte pour rejoindre les critères dans le fonctionnement au quotidien. Également, l'infirmière fera rapidement un génogramme pour essayer de détecter s'il y a des maladies qui correspondent au niveau des troubles cognitifs, au niveau de la famille. Et quel est l'entourage, la descendance également de la famille, de la personne atteinte. Alors, tout ça, ça va permettre à l'infirmière de recueillir une information qui va être utile au moment de la consultation. Puis, comme on a dit, les gens ayant reçu ce type de questions seront plus au fait aussi de vers où on s'en va lors du rendez-vous. Ça permet également de prioriser. Les délais d'attente de notre clinique, heureusement, sont pas plus de 3 à 4 mois. Mais s'il y a, par exemple, une grande difficulté ou une souffrance au niveau de l'aidant, ben, parfois, on fera voir la personne de façon prioritaire ou également si sa maladie évolue très rapidement. Ça permettra aussi au niveau de l'infirmière de déterminer si le consultant qu'on va privilégier, ça va être le gériatre, le neurologue ou le gérontopsychiatre, si par exemple, il y a des antécédents de dépression, de santé mentale ou il y a des graves problèmes comportementaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une consultation pour une évaluation d'une plainte cognitive, c'est un processus qui va se dérouler avec le médecin sur environ 60 à 90 minutes. C'est un long entretien. On va aussi procéder à un examen physique. On va faire passer des épreuves cognitives selon les données là, du questionnaire, de l'anamnèse et nos données de l'examen physique. On va procéder à une synthèse. On va également faire des recommandations et on va faire une interaction dyadique entre la personne qui consulte et son proche aidant significatif. La personne qu'on va évaluer, comme on a dit tout à l'heure, elle doit être à distance de 3 à 6 mois d'un incident aigu. Par exemple, quelqu'un qui aurait eu une hémorragie cérébrale, ça ne sert à rien pour avoir un diagnostic précis, d'être dans un état là, entre deux situations avant que la situation cognitive se soit stabilisée pour qu'on puisse se prononcer de façon plus précise. Ça nécessite la présence d'un proche. Pourquoi? Parce que la maladie va, si on est dans un trouble neurocognitif majeur qui s'annonce ou un trouble neurocognitif mineur, c'est appelé à évoluer. Donc, il faudra aussi qu'on ait quelqu'un proche de la personne pour être capable de nous qualifier les changements et également assurer le suivi et l'observation, la sécurité. Il y a également un des symptômes particuliers des troubles cognitifs et parfois ne pas avoir conscience qu'on a une difficulté. Donc, c'est très difficile d'évaluer, de traiter quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a une difficulté. À ce moment-là, ben, l'entourage est important. J'ai ajouté aussi la main qu'on utilise en gériatrie, c'est-à-dire si on a une personne, par exemple, qui est âgée, qui est souvent plus de 80 ans, ben, on va également procéder à une évaluation gériatrique globale parce que plusieurs difficultés ou problèmes de santé qui arrivent avec le grand âge qui peuvent occasionner des difficultés, mais qui ont dans le quotidien, mais qui n'ont pas nécessairement trait à un déficit cognitif. Ça peut être
un déficit au niveau d'un autre système. Donc, en gériatrie, on a tendance à regarder les comorbidités, de regarder très précisément la médication, de s'assurer que la personne n'a pas de difficulté au niveau de la mobilité, qu'on ne soit pas en présence de problèmes de syndrome de chute. Et un élément très important dans le grand âge, et plus peut-être que chez les gens en bas de 80 ans, c'est vraiment de préciser les attentes face au grand âge, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir et jusqu'à quel niveau on veut être investigué pour avoir une réponse à notre problématique. Donc, la première visite en clinique, c'est certain que c'est source d'anxiété. Les gens ont une préoccupation et ils s'attendent à ce qu'il y ait une réponse. C'est très important de faire comprendre aux proches que cette visite a pour but d'aider, de trouver ce qui est réversible et non pas de stigmatiser. Comme je dis, quand on traverse la porte, il n'y a rien qui est inventé. L'idée est d'objectiver ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Donc, c'est une source d'anxiété parce qu'il y a un diagnostic possible de troubles neurocognitifs majeurs. Et ça amène une appréhension pour la personne qui est atteinte face au contrôle sur sa vie personnelle et elle se pose la question aussi si ça ne transformera pas ses relations avec son entourage. L'entrevue est un long entretien pour explorer le terrain cognitif, donc ça nécessite une individualisation. On doit considérer le vécu, les représentations que les gens ont face au déficit cognitif et on doit tenir compte aussi du contexte psychosocial. L'information sera recueillie, comme on l'a dit, auprès du patient et du proche aidant. Il va falloir, pour le clinicien, faire preuve de professionnalisme, donc de savoir, de savoir-être, de savoir-faire et faire preuve aussi d'humanisme. Les diagnostics imposent une démarche clinique rigoureuse. Ils s'appuient sur des critères diagnostiques consensuels de comités d'experts. À ce jour, les diagnostics de troubles cognitifs reposent essentiellement sur la clinique et tout ce qui est autour, c'est des aides au diagnostic. Toutes ces qualités sont importantes parce que la maladie, ce sont des maladies qui s'emparent des capacités fonctionnelles et décisionnelles de la personne qui en est atteinte et ça modifie souvent sa relation aux autres. Le médecin, donc, reçoit la personne dans son bureau. Il va s'informer des antécédents, des problèmes actifs et des traitements. Tous les facteurs qui pourraient donner des indices pour préciser le problème de santé. Donc, les antécédents neurologiques, développementaux, les problématiques cardiovasculaires, s'il y a eu des traumatismes crânio-cérébraux, le diabète, des néoplasies. Est-ce que la personne a déjà eu des syndromes confusionnels durant une hospitalisation après une chirurgie? Est-ce qu'il y a des états de maladies pulmonaires avancées, d'insuffisance rénale avancée, d'insuffisance hépatique, de troubles du sommeil et d'autres maladies qui ont une incidence sur l'autonomie fonctionnelle ou qui impacteront sur le choix des traitements qu'on donnera? On s'enquiert aussi s'il y a présence ou pas d'antécédents ou de problèmes actifs au niveau de dépression, de psychose, de troubles anxieux, des dépendances de substances. Est-ce qu'il y a des traits ou des troubles de personnalité, des troubles de comportement? Puis au niveau familial, est-ce qu'il y a
des clusters là, de maladies qui ont déjà été présentes et aussi quelle est la longévité moyenne dans les familles. On veut savoir aussi quels sont les médecins et les autres professionnels qui sont impliqués et puis la fréquence des suivis par ces derniers. Vous savez comme moi qu'il est très important de questionner sur les médicaments, donc le type de médicament, le nombre, le dosage, la durée. Est-ce que les questions, c'est est-ce que ces médicaments sont indiqués? Pourquoi? Est-ce qu'ils demeurent appropriés en fonction de l'âge, des changements au niveau de la personne, de ces autres maladies? Et on porte une attention très particulière aux sédatifs et aux médicaments qui ont des effets anticholinergiques, donc qui pourraient empirer un trouble cognitif, et également au traitement des maladies cardiovasculaires. Quelles sont les modalités d'administration, puis quelle est l'observance qui est faite par rapport aux médicaments? On s'interroge aussi sur la consommation de tabac, d'alcool, de drogue, de produits en vente libre, des allergies. Par la suite, on questionne sur l'histoire sociale et fonctionnelle, dans quel cadre se présente le trouble cognitif. Donc, le parcours de vie, le lieu de naissance, la place dans la fratrie, le niveau d'éducation, les emplois qui ont été faits, comment les personnes réagissent aux épreuves, leur niveau de résilience, leur situation familiale, comment ils occupent leur journée, comment ils prennent soin d'elles-mêmes, c'est quoi leur réseau de socialisation, les dispositions légales, la conduite automobile, est-ce qu'il y a des services d'aide du réseau public et privé? On fait décrire à la personne une journée type dans sa vie et on va questionner les AVQ et les AVD, donc la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne, puis les activités de la vie domestique sont abordées. Par la suite, on se centre sur l'histoire de la plaine cognitive comme telle. Qu'est-ce qui a changé? Donc, on s'enquiert c'est quoi le symptôme cognitif majeur ou les symptômes cognitifs? Est-ce que ça traite la mémoire, le langage, l'orientation, la capacité de s'organiser? Est-ce qu'on a des difficultés de jugement? Quelle est la qualité de notre prise de décision, le comportement? Comment sont les convenances sociales? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que l'humeur a changé? Quelle est la conscience de soi puis de son problème? Les habiletés instrumentales, comment on est capable de se débrouiller, par exemple, avec les nouvelles technologies, des appareils moins familiers. La personnalité, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'on a des difficultés de reconnaissance? Donc, on s'enquiert aussi du mode d'installation du trouble, de l'évolution des signes et des symptômes. Comme on disait, quel symptôme est dominant, puis ensuite, comment il a progressé. Les débuts, ses manifestations, sa progression, son intensité. On a un trouble de la mémoire. Est-ce que c'est un trouble est-ce qu'on oublie au fur et à mesure? Est-ce que c'est de perdre des noms de temps en temps? Est-ce que c'est de faire répéter 5 fois à l'intérieur de 30 minutes? Donc, l'intensité et quelles sont les conséquences? Est-ce que ces difficultés cognitives-là entraînent un déclin fonctionnel? Est-ce qu'il entraîne des symptômes comme la perte de poids, donc la personne qui commencerait à perdre du poids, soit parce qu'elle se néglige ou qu'elle ne sait plus vraiment quelle heure, elle ne ressent plus la faim. Est-ce qu'il y a des problématiques comme des chutes, la dépression? Et c'est observé par qui? C'est observé quand? C'est quoi la fréquence? Est-ce qu'il y a des choses qui aggravent le symptôme ou qui les atténuent? Puis quels sont le retentissement jour le jour sur les AVQ, les AVD de ces symptômes-là? Est-ce qu'il y a des incidents, des accidents qui sont arrivés? Est-ce que la personne a quitté la maison à une heure incongrue alors qu'il faisait froid à l'extérieur sans être habillé? Le type de situation comme ça. Puis, il faut savoir que le tableau, à la première visite, on n'aura probablement pas toujours les informations, mais quand les gens vont retourner, vont réfléchir par la suite, le tableau, comme on l'a mis dans notre livre, le tableau va parfois se clarifier dans les visites subséquentes.
après une observation plus étroite des gestes et des comportements de la personne et des discussions avec les autres membres de l'entourage. Par la suite, on passe en revue une revue des systèmes, donc pour quelle est la santé générale de la personne, son appétit, perte de poids, des troubles du sommeil, l'audition, la vision. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'élimination urinaire? Est-ce qu'il y a des symptômes cardiaques, des symptômes pulmonaires? Est-ce qu'il y a des symptômes digestifs? Est-ce qu'il y a des symptômes neurolocomoteurs? Quel est le rayon de déplacement de la personne? Est-ce que finalement, elle devient de plus en plus confinée à l'intérieur? Elle décide de ne pas s'exposer? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la posture, de l'équilibre? Est-ce qu'il y a des chutes? Et ça va nous mener, parce qu'on sait aussi que les atteintes graves, par exemple du cœur, des poumons, comme manquer d'oxygène, ça peut être délétère au niveau cognitif. Puis des problèmes de santé graves comme les insuffisances rénales et hépatiques, qui sont les fils des substances toxiques dans l'organisme, ça peut également entraîner des troubles cognitifs. Ensuite, on va procéder à l'examen physique. À moins qu'on trouve des symptômes particuliers à la revue des systèmes, c'est surtout l'examen cardiaque et neurologique auquel on va s'attarder. On va évidemment vérifier s'il y a des altérations au niveau des signes vitaux, comme par exemple vérifier s'il n'y a pas d'hypotension orthostatique, c'est-à-dire une baisse de pression lorsque la personne passe de assis à debout. Et on va également s'assurer qu'au niveau de l'apparence générale, est-ce que l'état de vigilance est normal? Et puis, la santé mentale également, est-ce qu'elle est normale? L'examen neurologique qui va être extensif, on est à la recherche, par exemple, d'asymétrie au niveau du tonus, au niveau de la force, au niveau des réflexes, qui pourraient nous guider vers une atteinte neurologique à divers niveaux, centrale ou encore périphérique. On va aussi s'assurer qu'on a de troubles de tonus qui pourraient annoncer, par exemple, une maladie de Parkinson ou un parkinsonisme, par exemple, dans les maladies à corps de Lewy, ou encore des problèmes de sensibilité qui pourraient nous donner des indications de déficit en certaines vitamines, comme la vitamine B12, ou des désordres thyroïdiens ou vasculaires. Donc, après l'entrevue, le questionnaire, l'examen, on va procéder à une évaluation cognitive de base, mais il faut savoir que déjà, au travers de l'entretien, on va avoir beaucoup d'informations. Donc, quelle est l'activité psychomotrice de la personne, son langage, comment est-ce qu'elle communique. On pourra voir aussi si en entrevue, elle a des initiatives ou pas. Est-ce qu'elle a une certaine autocritique lorsqu'on discute? Quelles sont ses habiletés sociales? Comment elle interagit avec nous? Son affect. Puis, lorsqu'elle va nous parler, on aura déjà des informations lorsqu'on a décrit sa journée sur sa mémoire épisodique, sa mémoire personnelle à elle. Et ensuite, on va faire une passation de tests standardisés. Ici, par exemple, on va tester les mémoires, comme on dit, la mémoire personnelle, la mémoire des connaissances générales, la mémoire de travail, qui est vraiment la mémoire là, du moment présent, qui est vérifiée lors de l'entrevue, la mémoire procédurale, comment au niveau du questionnaire, beaucoup la mémoire procédurale, par exemple, comment on est capable de réaliser des gestes courants. On va également, dans nos tests, tester des éléments au niveau du langage, de l'expression, de la compréhension, de la fluidité du langage. Les gnosies, donc des éléments de reconnaissance, les praxies, les gestes, en analysant comment les gens peuvent reproduire certains gestes. On va également faire des épreuves pour analyser les éléments perceptivo-visuels chez l'individu. Les fonctions exécutives, comment la personne résout des problèmes, comment on est capable de s'organiser, de planifier puis d'exécuter. On va faire également souvent des épreuves standardisées pour
avoir une idée de l'humeur de la personne pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de dépression. Et on a aussi des échelles sur les symptômes psychologiques et comportementaux. Les tests, plusieurs, vous les connaissez, les tests de base sont les Mini-Mental, le 3MS, le MoCA. On va faire des dénominations, on va faire les objets enchevêtrés, les gens célèbres, et des fonctions aussi pour les fonctions exécutives, des tests pour les fonctions frontales. D'ordinaire, on a une bonne idée pour la majorité des gens à ce stade-ci avec ces éléments. Par contre, certaines gens, soit parce qu'ils sont au début de la maladie ou qui présentent vraiment des atypies, ils auront besoin d'une évaluation plus approfondie qui ne se fera pas au même moment en neuropsychologie. Alors ici, vous voyez l'énumération d'une longue liste là, de tests d'épreuves. C'était pour vous dire, par exemple, dans la situation d'un trouble neurocognitif majeur mixte, c'était les épreuves que la neuropsychologue utilisait. Dans l'aphasie primaire progressive, d'autres épreuves approfondies. Il faut retenir que les évaluations neuropsychologiques complètes, ça exige quand même une bonne collaboration de la part de l'individu parce que ce sont des épreuves qui vont avoir lieu sur 2 à 3 périodes, donc des journées différentes. Parce que les tests pour être valables, il faut vraiment que la personne soit en forme et qu'il n'y ait pas de problème de fatigue. Donc, c'est 2 à 3 périodes qui durent 2 à 3 heures chacune. Donc, il faut prévoir de 4 à 6 heures pour avoir une évaluation neuropsychologique approfondie. Ça va servir à déterminer les forces et les fragilités de la personne, surtout en début de la maladie ou lorsqu'il y a des atypies. Il faut savoir que si la maladie est déjà, comme on a dit, modérée et que toutes les sphères cognitives sont atteintes, à ce moment-là, si on a besoin d'informations complémentaires, ce ne sera pas via le neuropsychologue, mais on va peut-être vouloir plutôt évaluer quelles sont les conséquences sur le fonctionnement au quotidien pour la personne des atteintes cognitives. Puis à ce moment-là, ce sera plus une évaluation en ergothérapie qu'on demandera. Donc, la neuropsychologue, c'est vraiment pour aider à dégager des profils cognitifs complets en lien avec les diagnostics cliniques qu'on soupçonne. Ça permet d'identifier les fonctions qui sont préservées et celles qui sont atteintes et de déterminer un gradient d'atteinte. Ça suggère, son évaluation peut permettre aussi de suggérer des interventions directement après l'évaluation pour pallier à des difficultés cognitives qui se présentent. Et ce bilan va aussi nous servir au suivi. Et la neuropsychologue pourra aussi collaborer au suivi lorsque c'est indiqué et revoir la personne à des temps déterminés. Donc, il y a comme autre thérapeute dans une autre étape, donc on pourra demander la collaboration des ergothérapeutes qui, elle, il essentiellement va évaluer de façon objective le retentissement du trouble neurocognitif sur l'autonomie fonctionnelle, puis elle va aussi s'assurer de la sécurité de la personne dans son milieu de vie. On pourra demander aussi l'orthophoniste lorsque la majeure est un trouble du langage et au besoin d'autres médecins ou professionnels, soit de la clinique ou du soutien à domicile pour collaborer avec nous. Par exemple, les ergothérapeutes, parfois, ce sera l'évaluation qui sera faite par les gens dans la première année. D'autres éléments qui peuvent aider au diagnostic, ce sont les examens paracliniques. Donc, il y a un bilan de base qu'on demande pour
toutes les personnes avec qui se présentent avec un trouble cognitif pour éliminer des causes réversibles. On peut aussi approfondir par une évaluation structurelle le cerveau. La plupart des gens qui ont un trouble cognitif significatif auront une tomographie cérébrale. Parfois, lorsqu'il y a des atypies, on ira aussi vers une IRM, souvent dans les problématiques vasculaires. On pourra également, dans des situations particulières, demander aussi de l'imagerie en médecine nucléaire. Mais il faut savoir que le diagnostic, avant tout, il est clinique. Ces éléments-là sont des éléments complémentaires. L'électrocardiogramme, parfois avant de débuter une thérapie ou pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication, et l'électroencéphalogramme dans des situations particulières. On arrive donc au diagnostic et à son annonce. On sait encore une fois que l'annonce du diagnostic, ça génère de l'anxiété, parce que ça implique la perspective, évidemment, pour la personne qui a été atteinte, une aggravation de ses fonctions intellectuelles, de son état de santé et éventuellement une perte d'indépendance. Donc, le diagnostic, son stade évolutif, cognitif, fonctionnel et comportemental. Le plus souvent, on va le donner au terme de la première évaluation, mais parfois, pour les raisons dont je l'ai parlé précédemment, ça peut être reporté, qu'on doit obtenir des informations complémentaires. Et puis, parfois, ça va demeurer incertain, surtout dans les phases précoces de la maladie. Et c'est avec le temps que ça va se préciser et avec l'émergence des symptômes. Les considérations, ben, parfois, il faut avoir, on parlait tout à l'heure de professionnalisme, dans les considérations, il faut savoir c'est quoi les représentations de la maladie pour la personne. On est en face de quelqu'un de quel âge, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les responsabilités qu'il a, quelle est la conscience qu'il a de son problème, quelles sont ses capacités de coper avec, quel est son état émotif, son anxiété. Est-ce qu'il y a des éléments de dépression? Quelle est la qualité du soutien, la qualité relationnelle qu'il a avec l'entourage immédiat? C'est certain que de plus en plus, on fait une déstigmatisation des troubles neurocognitifs. Les populations la majorité des gens sont appelés à vivre longtemps, donc la fréquence de la maladie est également plus grande et la plupart des gens ont déjà côtoyé une personne avec un trouble cognitif. Il y a, face à chaque individu, c'est là qu'il y a une individualisation comme partout. Il y a le besoin de balancer ce que la personne veut savoir, le besoin de savoir. Puis ce qu'on essaye de faire, c'est éviter de faire comme je fais actuellement, c'est-à-dire une surcharge d'informations. Vous êtes capable de prendre ce que je vous dis aujourd'hui parce que vous êtes des gens qui sont enregistrés probablement aux conférences mémorables. Vous avez déjà beaucoup de connaissances et puis probablement des connaissances personnelles aussi. Mais pour chaque individu, c'est sa personne, c'est la première fois qu'il consulte pour une problématique. C'est très important de comment on va lui dire les choses. Il faut aussi faire une rassurance sur le rythme de progression de la maladie et de dire qu'on va être là, présent pour accompagner et répondre aux changements et aux préoccupations et fur et à mesure. Donc, il faut choisir les mots, le moment, le contexte, voir à quel stade de la maladie on est rendu, est-ce qu'il y a des résistances à recevoir le diagnostic. Parfois, on va mentionner plutôt une maladie de la mémoire ou une maladie du langage, une maladie des fonctions exécutives, par exemple, plutôt que directement la maladie d'Alzheimer, quand on sait que ça pourrait conduire à des réactions catastrophiques. On pourra aussi faire référence au stigmate de la maladie. Donc, c'est une maladie avec des dépôts de substances anormales, des protéines dans le cerveau qui enrayent le fonctionnement normal, la connectivité au niveau du cerveau, des fonctions. Toutefois, évidemment, il faut se souvenir que si le diagnostic est difficile à entendre, il est plus facile de vivre en sachant contre quoi on lutte.
Alors, pour ma part, j'ai fait de la délicatesse, mais de la franchise sine qua non dans mes consultations avec les gens. Ensuite, on va faire des recommandations. Donc, on va discuter de l'évolution du stade de la maladie, l'évolution de la maladie, comme les gens sont capables de le prendre. On va parler des suivis, de l'accompagnement, des autres examens complémentaires qui sont nécessaires. On va discuter des options thérapeutiques. On va parler, par exemple, des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase avec des attentes réalistes. On va parler des effets secondaires. On va parler des autres médicaments qui peuvent gérer d'autres symptômes associés aux maladies. On va parler du contrôle des facteurs de risque et lorsqu'on est dans le vieillissement normal ou des troubles neurocognitifs, de l'importance de traiter les maladies vasculaires, la tension artérielle, la fibrillation auriculaire, corriger les problèmes d'acuité auditive ou visuelle, avoir un diabète bien contrôlé. On va parler de gestion médicamenteuse. On va faire des références aux services à domicile selon les besoins à combler au niveau des AVQ et des AVD. On va parler de prévoyance en termes d'aptitude, de niveau d'intervention médicale au fur et à mesure dans la progression. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas dans l'évolution de la maladie. Des mesures de protection. On va être obligé d'aborder la conduite automobile. On va parler aussi de la fragilité du cerveau et du risque de délirium chez les gens qui ont des troubles neurocognitifs et d'autres manifestations lorsqu'on sera malade de d'autres maladies. On va évidemment s'intéresser beaucoup aux aidants, aux proches aidants, au niveau de l'information, au niveau de l'éducation, en respectant le niveau où ils sont. Mettre en lien avec les ressources associatives, les sociétés Alzheimer, l'appui, Baluchon Alzheimer et d'autres. Les ressources communautaires, CLSC, centre de jour. Et on va également faire un rapport de consultation au médecin référent, médecin qui demeure le médecin traitant de la personne, avec lequel on fait une alliance et on décide mutuellement comment l'un et l'autre s'impliquer. Et il est possible que comme médecin de deuxième ou troisième ligne, lorsque le médecin est à l'aise, et la plupart du temps, dans le fond, lorsqu'il est à l'aise avec notre évaluation, il va continuer et au besoin, il pourra nous référer si c'est nécessaire. Le temps avance, alors on va parler des visites de suivi. Ben, les visites de suivi, c'est un petit peu la même chose. L'infirmière va au niveau du suivi s'assurer de comment la personne est. Est-ce qu'il y a eu des événements récents? Est-ce que la médication, est-ce qu'elle le suit bien? Est-ce qu'il y a des changements au niveau fonctionnel? De la part du médecin, ben, si on a affaire à un trouble neurocognitif mineur, d'habitude, on fait un suivi annuel. Si on prescrit des médicaments, l'infirmière, d'habitude, va faire un suivi à 1 semaine, puis la personne, on va la revoir à 3 ou 6 mois. S'il y a des symptômes psychocomportementaux ou des troubles de l'humeur, les suivis téléphoniques ou en personne vont être plus rapprochés. À chaque fois, on va revoir les signes vitaux, l'état de santé général, s'il y a des nouveaux problèmes médicaux, psychosociaux intercurrents. On va réviser la médication. On va suivre l'évolution des symptômes cognitifs, leur impact sur les activités, l'humeur, le comportement, la vie relationnelle. On va faire des examens ciblés spécifiques, des échelles cognitives pertinentes qui nous permettent de suivre dans le temps la personne et du labo au besoin. On va réviser les médicaments, les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. On va questionner l'alimentation, l'activité physique, corriger les déficits sensoriels, se poser des questions sur la sécurité environnementale, puis voir quel est le contrôle des autres maladies. On va vérifier les besoins de services puis les mesures de
prévoyance, puis encore une fois, dans la relation dyadique entre le patient, le proche aidant, on va regarder où en est le bien-être de chacun, puis on va faire des conseils sur des enjeux émergents éventuellement, le milieu de vie, le répit, l'aide financière, juridique. Donc, en conclusion, la suspicion d'un trouble neurocognitif ou d'une altération du fonctionnement cognitif doit faire l'objet d'une démarche diagnostique et étiologique rigoureuse. Il faut éviter l'utilisation de médicaments sédatifs ou anticholinergiques. La gestion de ces syndromes se fonde sur une relation de confiance au long cours qui engage les cliniciens et la diade patient, proche aidant et le clinicien. Puis, il faut recourir aux services d'aide et de soutien. Dans le fond, il faut savoir pour mieux entourer et prévoir. Tout est question d'approche et la médication, par exemple, pour les troubles de comportement, n'est utilisée qu'en dernier recours. Le proche aidant, on doit l'encourager à solliciter son entourage et le système de santé et les organismes d'entraide. Et tout cela, on essayait de bien l'expliquer dans les mots qui pouvaient être bien compris dans notre bouquin. Alors, je crois qu'il resterait des minutes pour le dialogue. Alors, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Dr. Kerkowat, pour cette excellente présentation qui montre aussi à quel point poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est un processus qui est long, qui nécessite également beaucoup d'empathie, une approche adaptée à la personne, non seulement pour pouvoir, d'une part, évaluer la personne, mais aussi par la suite annoncer le diagnostic. Jusqu'à quel point est-ce que vous recevez, vous, au niveau de la clinique de la cognition, des références des groupes de médecine de famille? Est-ce que vous auriez un chiffre à nous donner par rapport au nombre de personnes qui sont en consultation dans votre clinique? Et également, ben, vous avez mentionné les délais pour la première visite. Et aussi, combien de personnes sont en suivi régulier à la clinique versus ceux qui sont à nouveau référés au médecin de famille pour un suivi standard? Et je devrais prendre des notes. Ben, en fait, je vous dirais que la majorité des gens parce que comme on est en deuxième ligne, on peut pas embrasser, puis c'est pas nécessaire non plus qu'on reçoive tout le monde. Alors, je dirais que quand même, au moins 80% des gens nous viennent des médecins de famille. On, de façon régulière, je dirais qu'on a dans notre cohorte, avec les gens qui rentrent et qui sortent, les gens peuvent sortir. Pourquoi? Parce que le médecin de famille est à l'aise puis il peut continuer. Parce que les gens déménagent, parce qu'ils vont changer de milieu. Souvent, quand, par exemple, j'ai suivi les gens durant 2 à 5 ans, souvent, les gens, par exemple, sont rendus dans des résidences, d'autres vont être dans des milieux de vie. Là, le déplacement et de venir à la clinique comme tel, ça peut devenir lourd. Il y a des choses qu'on peut faire au téléphone. Alors, c'est ça. Alors, notre cohorte, je dirais que bon an, mal an, on a à peu près 1000 à 1500 personnes qu'on voit là, au décours d'une année. Est-ce qu'il y a une autre partie que j'ai, un des points, Noah, que je n'ai pas répondu? Combien justement aussi de personnes qui sont référées à la clinique de cognition représentent des cas typiques de troubles neurocognitifs? C'est particulier, mais je vous dirais que, bon, avant, je vous dirais qu'on avait on a beaucoup plus, vu qu'on est un centre aussi où il y a un centre de recherche, on a beaucoup plus, la majorité des gens, je vous dirais, ça va être une maladie d'Alzheimer à différents stades. Il y a un 15 à 20 qui
Docteur Kergoat, on ne vous entend plus? Rien touché. Oui, parfait. J'ai rien touché. OK. Alors, de plus en plus de gens qui viennent sur un but préventif, c'est-à-dire des plaintes subjectives de la cognition ou de troubles légers de la cognition, des gens qui veulent vraiment essayer de lutter le plus longtemps possible, augmenter leur réserve cognitive pour dire, ben, moi, ma vie, je veux vraiment, vraiment essayer de faire le plus possible pour pas arriver à un trouble neurocognitif majeur. Mais évidemment, comme on sait quels sont les stigmates biologiques de la maladie, ben, des fois, c'est un bras de fer, puis c'est pas du tout une question de vouloir pouvoir, c'est que la maladie est là et elle poursuit sa continuité. Là. C'est pas... mais oui, je pense qu'on est dans une ère aussi où les baby boomers sont arrivés, ont dépassé 65 ans. Et puis, il y a beaucoup un esprit d'autonomie, d'essayer le plus possible de faire par soi-même pour lutter contre la maladie. Alors, on a reçu énormément de questions, donc on va y aller. Plusieurs sont des rafales, là. D'accord? Est-ce que le gériatre reprend la plupart des éléments déjà évalués par l'infirmière dans sa propre évaluation? Il semblerait qu'il y ait certaines duplications. Et aussi, pour aller un peu plus loin, est-ce que justement la clinique de cognition ne reprend pas aussi certains éléments qui ont été évalués par le médecin de famille? Ouais, mais c'est comme, comment dire, on est tous, vous savez, il y a de la connaissance, puis il y a des habiletés, puis il y a de l'intégration. Euh, En fait, il y a des cliniques où il n'y a pas de questionnaires comme ça qui sont faits par les infirmières, mais vous savez, la lecture de ce que va avoir fait l'infirmière, nous, là, on lit ça dans les 5 minutes qui précèdent l'entrevue. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment scanner et puis ça va déjà nous mettre à la puce à l'oreille vers quoi on s'en va. Vous pouvez bien avoir un résultat de mini mental, mais si vous ne voyez pas comment la personne a réalisé son mini mental, il y a une partie de l'information que vous manquez. Si, par exemple, la personne arrive à faire sa figure, si elle prend 5 minutes pour faire sa figure, ben, vous avez le processus et vous n'avez pas seulement le résultat. Que vous le vouliez ou pas, une auscultation par la personne elle-même, un examen neurologique par la personne elle-même, on est finalement l'agent d'évaluation et même si on fait confiance aux autres, on a une responsabilité à l'intérieur de nous. Les évaluations des autres, ben, ça va faciliter. Il n'y a rien de mieux que lorsque quelqu'un est très bon dans sa sphère. Quand je demande une évaluation en ergothérapie, puis que je sais que je vais avoir une réponse de l'ergothérapeute qui est pertinente, qui a été bien faite, moi, je peux tout simplement juste mieux fonctionner parce que je sais que ce n'est pas que des dires, c'est que ça a été validé. C'est la même chose. Je ne peux pas de quelqu'un que je ne connais pas, si c'est le même médecin qui me réfère, puis qu'on finit par faire un partenariat, on sait exactement comment se lire. Mais quelqu'un on va vérifier. Qu'est-ce que vous voulez? C'est par définition comme professionnel, on engage notre personne et là, c'est par rapport à un individu et c'est pas des diagnostics banals. Et ce n'est pas un résultat mini-mental qui me donne un diagnostic. Absolument pas. Tout à fait. Également, une autre question par rapport au délai entre donc vous avez mentionné qu'il y avait des délais de 3 à 4 mois une fois que vous avez eu donc la référence du médecin pour par la suite contacter la personne. Quels sont par la suite les délais entre ce premier rappel-là avec la personne et le rendez-vous médical qui va avoir lieu? En fait, c'est un petit peu ça. C'est qu'au moment, peut-être que j'aurais dû dire autrement, c'est au moment où on a
que l'infirmière ou des fois, il y en a qui ne voudront pas répondre à l'infirmière aussi, mais on va les prendre quand même. Mais c'est entre le moment où la personne a été évaluée puis qu'elle dit qu'elle voulait venir à la clinique, une fois qu'elle a été évaluée puis qu'elle vient, c'est là qu'il y a 3 à 4 mois. D'accord, OK. OK, parfait. Vous avez effectivement dit par rapport au suivi qui sont menés au niveau de la clinique de cognition. Est-ce que vous avez énormément de suivi de longue durée? Donc, est-ce que vous prenez en charge certaines personnes du début à la fin, tout simplement parce que peut-être il y a une relation de confiance qui est établie avec vous, peut-être parce que le médecin de famille en raison justement du caractère atypique du trouble neurocognitif, préfère se référer à vous. Quelle est la portion entre justement ceux que vous gardez en suivi versus ceux pour lesquels vous donnez une opinion médicale et qui donc sont référés à nouveau vers le médecin référent? C'est certain que plus qu'il y a une demande, et maintenant ça fait 20 ans, notre clinique au moins 20 ans, je voudrais qu'il y a une portion de gens. Est-ce que c'est un attachement ou c'est une connaissance? Mais il faut savoir que le suivi, ça va être une fois ou deux durant l'année par rapport à nous, mais juste ce lien-là de une fois ou deux, ça peut faire toute la différence dans le maintien à domicile de la personne. Et pour tous, pour la personne, puis moi, je leur offre toujours, ben là, on sait quelle est la problématique, on sait vers où on s'en va, on a essayé les médicaments, ces choses-là. Je dis aux gens, ben, vous sentez-vous confortable pour dire que dorénavant, votre médecin de famille va faire le suivi? Puis, et si les gens disent, oui, là, je suis confortable, il n'y a pas de problème, j'habite sur la rive sud, puis je ne vais plus me déplacer, c'est tant mieux. Si les gens disent, ben, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que l'idée aussi, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent nous appeler s'il y a une difficulté. Alors, ce lien-là aussi est parfois très, très important avec eux, mais c'est pas comme dans le livre de Marcel Ferron là, qui dit ben, on embarque tous nos gens sur notre dos puis on les traîne. Non, non, non. Et pour garder quelqu'un à long terme, c'est parce que probablement il y a quelque chose dans la relation là, qui est important pour le bien-être de la personne. Autrement, ben, on essaye de faire de la place pour les gens qui attendent, c'est certain. Tout à fait. Vous avez également mentionné que les personnes qui étaient référées vers vous étaient soit plaintes subjectives parce qu'il y avait des antécédents vasculaires, parce qu'il y avait également peut-être des troubles de comportement. Donc, c'était aussi des cas atypiques. Quelle est la part de la génétique là? La part de la génétique, on a vu qu'on est, c'est particulier à nous, vu qu'on est une clinique de cognition dans un centre de gériatrie, c'est certain que nous, c'est pas, par exemple, des maladies d'Alzheimer précoces. On en a moins, mais on peut en avoir. Et à ce moment-là, on n'exclura pas la famille parce qu'on a. C'est plutôt, par exemple, dans les formes des démences fronto-lobaires. Parmi nos maladies où il y a plus une présence génétique ou familiale, c'est plus ce type de problématique là, dans les atypiques qu'on reçoit. Oui. OK. Une question plus spécifique également par rapport, vous avez mentionné que l'annonce d'un diagnostic peut être assez confrontante pour la personne. Il peut y avoir du déni, de la colère, donc il faut faire preuve également d'une approche bien spécifique pour l'annoncer. Quoi faire lorsque justement la personne refuse ce rendez-vous avec la clinique de cognition? Donc, elle vous a été référée. Vous avez eu ce premier appel avec le proche aidant qui vous a donné plus d'informations. Mais là, c'est la personne qui refuse de venir. À ce moment-là, ben, c'est toujours la même chose. Quelle est notre voie de passage? Alors, ça pourra faire que ce soit peut-être des conseils au niveau s'il y a une relation avec le médecin. Puis, nous, une des choses, parce qu'on a je veux pas que vous ayez l'impression qu'on trick les gens, là, mais je suis gériatre. Alors, bon, écoutez, qui va dire qu'en vieillissant, on n'a rien? Alors, souvent, c'est un peu ça. On fait une évaluation globale de la personne, parce qu'il fait toujours une évaluation gériatrique aussi.
Et puis, à ce moment-là, je leur dis, bah, dans le vieillissement, on a chacun notre trajectoire du vieillissement. Il y en a qui c'est de l'arthrose, il y en a qui c'est leur foie, il y en a qui font du diabète, il y en a qui ils deviennent sourds, il y en a qui ont des problèmes, ils deviennent aveugles. Ben, on fait un bilan général, puis à travers tout ça, ben, on passe aussi à travers la cognition. C'est comme ça que je le fais. Donc, encore une fois, la relation de confiance Oui, est très importante finalement oui. pour poser ce diagnostic et il faut encore une fois voir vraiment la personne dans sa globalité et non pas juste avec son problème de cognition, comme vous l'avez très bien souligné. Il y a d'autres facteurs qui jouent énormément. Vous avez beaucoup parlé aussi d'abus d'alcool et de drogue et qui justement peuvent rendre le diagnostic plus difficile. Pour ce qui est de l'alcool, bon, il faut quand même une période, là, comme vous l'avez mentionné, d'abstinence de 6 mois. Qu'est-ce qu'il en est pour l'usage de drogue et peut-être également nous pister un peu plus sur l'utilisation du cannabis qui là a été donc, qui est donc là, le cannabis récréatif donc est légalisé. Est-ce que vous avez vu, vous, une augmentation justement de personnes qui font usage de cannabis et qui présentent plus de troubles neurocognitifs? Ou c'est En, encore en, trop tôt pour se prononcer? en fait, c'est un peu trop tôt pour. Mais là, disons qu'on n'est pas dans. On n'est pas dans des cliniques de dépendance, OK? Parce que c'est ça. Je sais que dans les cliniques de dépendance, par exemple, comme nous, on est un centre de gériatrie, les cliniques de dépendance voudraient beaucoup qu'il y ait des gériatres qui travaillent aussi avec les gens qui ont des dépendances qui arrivent au grand âge. Écoutez, il y a plus de consommation de cannabis, puis il faut voir aussi, comme on disait, les baby-boomers arrivent au grand âge, donc c'est des gens qui en ont fait une consommation, puis pas nécessairement une consommation qui est une dépendance. Euh, ben, on en voit plus. C'est qu'avant, on ne le questionnait même pas. Maintenant, on ne peut plus ne pas le questionner. Moi-même, je dois vous dire que j'étais directeur d'enseignement du programme de gériatrie. Puis quand, comme une espèce de manivelle, les étudiants posent à la personne, est-ce que vous prenez de l'alcool, est-ce que vous prenez des drogues? Je trouvais ça presque vexant de dire à quelqu'un de 80 ans, voyons donc, pourquoi tu demandes s'il prend de la drogue? Maintenant, avec nos jeunes vieux, entre guillemets, c'est des questions qui se posent. Comme tel, jusqu'à quel point c'est délétère, je ne serais pas la personne qui a la plus grande expérience par rapport, et même dans notre livre, on dit, ben, on est prudent, mais on, je ne l'ai pas vu comme un facteur en soi là, qui cause des problèmes. Par contre, on a aussi dans la clinique, à notre centre ambulatoire, une clinique de douleurs chroniques. Et il y a de plus en plus d'usage de dérivés là, de cannabinoïdes. Et peut-être que dans les prochaines années, on aura une image plus claire. Ouais. Tout à fait. Justement, vous avez mentionné votre livre Devenir proche aidant. J'enverrai également le lien là pour ceux qui désirent se le procurer. Donc, vous pouvez, effectivement, il me semble, c'est sur la fondation de l'Institut de gériatrie que c'est possible de se Ou le le site procurer. Avantage. Ouais. Oui, Ouais. Juste rappeler aux gens que dans les conflits d'intérêts, on a écrit ce livre-là, nous trois, volontairement. On donne tous nos redevances pour qu'ils puissent servir à des associations qui aident les personnes âgées. Et en fait, on a écrit le livre qu'on voulait distribuer aux gens, c'est tout. excellent. Jusqu'à quel point, au niveau de la clinique de cognition, le diagnostic se fait de manière tellement approfondie? Euh, Est-ce qu'on est en train de perdre certaines personnes parce que justement, elles ne font affaire ou elles ne voient que leur médecin de famille et que la référence vers un spécialiste, un gériatre ou la clinique de cognition ne se fait ne se fait pas ou elle se fait pour des raisons bien spécifiques et donc qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer est posé soit de manière hâtive ou, encore une fois, n'est pas posé par les médecins de famille?
Écoutez, je pense qu'avec l'initiative ministérielle, il y a vraiment, depuis les 5 dernières années, euh, vraiment une sensibilisation dans tous les milieux de première ligne où médecins, infirmières, travailleurs sociaux s'allient là, pour euh, mieux repérer les gens. C'est certain que si on pense à un quotidien d'un médecin de famille qui voit un enfant, qui voit un adolescent, qui voit une personne âgée, qui voit un accidenté du travail, le temps à investir pour poser le diagnostic est peut-être long. Je suis certaine qu'on a des références juste parce que, dans certaines circonstances, parce que le médecin ne peut pas y mettre le temps dedans. C'est pour ça que, comme des alliés, oui, je pense qu'il pourrait avoir, si on se fie juste à des tests, il y a du surdiagnostic, puis on ne respecte pas non plus cet aspect-là de délai après un incident majeur ou après une dépression ou après. Puis, il m'est arrivé d'avoir des gens qui étaient mis sur des médicaments et où on a enlevé le médicament. Je ne dirais pas que c'est la majorité. L'esprit est, comme je vous disais, mieux les médecins de famille, mieux les gens de première ligne vont être formés et plus les références spécifiques et pertinentes qui vont nous être acheminées vont être meilleures également. Euh, Là, je n'ai pas de boule de cristal pour dire quel pourcentage sont sous-traités ou surtraités. Je pense qu'il y a des deux, par exemple. Il y a des gens qui sont sous-diagnostiqués, puis des gens qui sont sur-diagnostiqués. Dans votre évaluation, vous demandez également des questions par rapport au mandat de protection, Oui. aux volontés de soins. Euh, Est-ce que ça ne devrait pas plutôt faire l'objet d'un suivi, par exemple, avec le CLSC? Est-ce que vous le faites aussi dans la première visite ou vous le faites en suivi? Ça, tout d'abord, vous voyez, lors de l'entrevue, si l'infirmière l'a attrapé, on Oui. l'a. Euh, les gens vont comprendre très rapidement le pourquoi, parce que souvent dans l'évolution, il y a des gens qui disent ils sont très, très dépourvus. Il y a un trouble cognitif qui est grave, et puis la personne n'a pas de procuration. La personne fait que d'un coup la famille se trouve mal pris parce que les gens n'ont jamais discuté entre eux de testament, ils n'ont jamais parlé entre eux de mesures de protection au cas où, d'homologation. Puis là, ils sont mal pris, ils sont vraiment mal pris. Moi, on ne peut pas, dans la même semaine, d'une part, que je pose un diagnostic de trouble neurocognitif majeur modéré, puis en même temps me demander de signer un testament. Je regrette, ça ne va pas ensemble. Oui, en fait, et c'est pour ça que je pense effectivement que le médecin traitant, dans la notion de médecin traitant qui suit, et écoutez, être médecin de famille, c'est quand même une situation privilégiée d'être capable de suivre au décours de sa vie une personne et de bien la comprendre et de bien être capable de voir comment elle se détériore. Et ça, c'est des éléments qui devraient être dans l'échange avec, effectivement. Mais nous, on s'assure. C'est pour ça que je vous dis que l'évaluation est une approche systématique. Il y a des éléments qu'on ne peut pas passer à côté. On voudrait bien ne pas être confronté à discuter de la conduite automobile, mais c'est dans nos tout doux. On ne peut pas passer à côté. C'est ça, être responsable. Je pense que là, vous donnez une bonne leçon d'humilité à beaucoup de gens. Puis les commentaires vont également dans ce sens-là, où effectivement des situations plus précises, plus personnelles également, où la personne n'a pas eu ce suivi approprié ou encore n'a pas eu ces tests, n'a pas eu ce suivi. Donc, ça montre également à quel point votre rôle est tellement important. On a dépassé de beaucoup le temps. Ah, OK, je ne vois pas le temps passer. Mais je pense parce qu'il y avait effectivement énormément d'intérêt là de la part de nos participants. Alors,
Merci beaucoup à vous d'avoir pris justement ce temps aujourd'hui pour d'une part donner cette présentation excellente et pleine d'humanisme, et également à tous les participants qui ont été aussi avec nous aujourd'hui pour participer à cette conférence mémorable. Alors, notre prochain webinaire va avoir lieu donc encore une fois le premier mercredi du mois. Je n'ai pas la date devant moi, mais il sera donné par Dr Isabelle Vedel sur les approches non pharmacologiques, et notamment les recommandations du consensus canadien. Donc, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Puis, vous allez également recevoir durant l'après-midi le lien de l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Merci, on me dit c'est le 7 avril, merci beaucoup donc pour la conférence de Dr Vedel et donc le lien de l'enregistrement d'aujourd'hui, de même que la présentation PDF et puis je vous dis à nouveau merci encore de votre présence, merci encore beaucoup Dr Kergoat pour votre excellente Merci. présentation et au plaisir donc de vous compter avec nous le mois prochain. Merci encore. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.